Bonjour à tous, bienvenue sur Queplan, épisode 8. Déjà, nous sommes au mois d'août, on a fait plus que la moitié de l'année. Très heureux de vous retrouver, même si c'est tous les mois, on n'a pas fait de pause. Mais quand même, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné ce Queplan. Là, c'est la première fois qu'il y a un tel délai entre deux épisodes. Je vous rappelle, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est Clément et Paul de la chaîne Hit the Road, chaîne de 860 000 abonnés et quelques. On fait du parcours, de l'escalade, de la grimpe en urbain, de bâtiments, de l'exploration urbaine, dépassement de soi, moto, parapente. On fait un peu tous les sports, j'ai l'impression. Exploration, c'est vrai qu'on a su se diversifier, exactement, mon cher Clément. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler quand t'as dit on est en août, c'est quand même pas mal. C'est genre, on a réussi à survivre jusqu'à août. C'est sûr. Par rapport à tout ce qu'on fait. Vous l'avez peut-être vu. Nouveau décor. Exactement. Bienvenue dans le véhicule d'expédition de Hit the Road. Il faudrait peut-être lui trouver un nom à ce véhicule. Oh ouais. Et le floquer en gros. Non, je rigole, ça marche pas avec le côté un peu scred qu'on lui veut. Les amis, ce véhicule d'expédition, c'est bien pompeux parce que pour l'instant, c'est un véhicule utilitaire. C'est un Ford Transit L3 H2. J'ai vendu la bécane, ça m'a permis d'acheter ça. Du coup, en fait, l'idée, c'était avoir un véhicule qui sert à la fois à stocker des motos, à stocker des parapentes, pouvoir partir de chez soi pour aller tourner des bidules sans avoir à faire son sac pendant 3 heures. Moi, c'était vraiment ce qui me frustrait. Tu pars sur un tournage de 2 jours, mais tu passes des heures à faire ton sac. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir tout au même endroit pour pouvoir, par exemple, quand tu es sur place, t'as pas prévu, mais tu as besoin d'une corne de 80 mètres et de l'équipement de rappel, et ben en fait, tu as tout ça. J'avoue qu'avoir la salle de jeu roulante, c'est quand même assez stylé. C'est quand même venu d'un moment où on était en train de faire du parachutisme à Séville. Et on était cloué au sol parce que en tant que pseudo-débutant, il y a des limites de vent qu'on n'a pas le droit de dépasser et tout. Et c'était frustrant de se dire pendant 2-3 jours, t'es là à attendre, est-ce qu'il y a le vent, est-ce qu'il n'y a pas le vent. Là au moins t'as les motos, t'as les parapentes, si une activité marche pas, t'en fais une autre. Et du coup t'es trop optimisé sur le temps quoi. Vu qu'on n'a pas le luxe en fait de partir longtemps de chez nous, quand on part, faut vraiment rentabiliser les quelques jours. Quoi. Ouais, vraiment être cloué au sol et pouvoir entre guillemets genre rien faire d'autre que du travail alors que t'es genre mine de rien dehors et que dehors t'en as profité. Ça reste assez frustrant et quand on part quelque part, on a envie de pouvoir produire des trucs. Et du coup, c'était l'idée de en fait jamais être bloqué, pouvoir toujours avancer sur un projet, également pouvoir dormir dedans. Donc il y aura des petits aménagements. Là, je vais me chauffer un peu. L'idée, c'est rester rudimentaire, rester un peu minimaliste là-dessus pour pouvoir avoir vraiment de la place. Mais je pense qu'un lit qui peut se monter au plafond, une petite kitchenette pour pouvoir faire le café rapido, un petit système électrique pour pouvoir charger les batteries, tu vois. Grave. Tout ça, c'est des idées que je suis en train de... Si parmi vous, il y a des experts de la van life ou de l'aménagement de van, si vous avez même des conseils sur, je sais que tu veux refaire l'isolation, etc., des trucs modulaires, peut-être des trucs auxquels tu n'as pas pensé qui sont indispensables, très utiles. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous, on vous lit tous et ce sur toutes les vidéos parce qu'on a la petite appli YouTube là, qui nous permet de voir ce qui se passe en direct sur toutes les vidéos. Grave. Du coup, n'hésitez pas si vous avez... Parce qu'il se trouve que souvent les commentaires, c'est des gens qui sont un peu enflammés. C'est pas tellement les gens modérés qui ont un avis... Oh, pardon. Je me suis fait peur. Je suis pas habitué à mon klaxon, je me suis assis dessus. Non, et du coup, je disais que c'est vrai que mine de rien, dans l'espace commentaire, tu vois, c'est plutôt des gens qui se sentent interpellés par les choses qui réagissent, donc ont envie d'exprimer, tu vois, un désaccord fort. Mais il y a peu d'avis de mecs modérés. La majorité silencieuse, le fameux... Ouais, tu vois, qui a trouvé ça cool, qui a passé un bon moment, mais voilà, c'était son petit plaisir, mais il va pas t'en faire un flanc à t'étaler 3 tartines dans de commentaires. C'est sûr. Du coup, c'est aussi cool de vous lire. Vous les modérés. Les modérés. Les modérés. Non, je regarde. Enfin bref, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Encore une fois, ça nous permet d'avoir l'impression de parler à des gens, tu vois, parce que là... Mais d'ailleurs, oui, on n'a pas prévenu, mais en fait, la config d'un véhicule et d'un podcast fait qu'on peut pas vraiment vous cadrer de l'autre côté. Le décor. Mais vous voyez un peu sur les caméras latérales. Là, on part sur une transatlantique, les copains. On est sur une vue pas mal. Heureusement, ça fait un petit plan vidéo qu'on intégrera tout de suite. Donc, si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Deezer ou sur Apple Podcast... Je vais faire une description audio. Faut aller voir sur YouTube la vidéo, mais sinon, vas-y, petite description audio. Nous sommes donc face à l'océan Atlantique, sur la côte ouest du Portugal. La météo est actuellement très clémente. Je pense qu'il doit faire un bon 25 degrés avec 35 km/h de vent nord-est. Plutôt, la mer est assez agitée, mais voilà, le ciel... Calme au large quand même. Calme au large. Non, tu vois, il y a quand même bien des moutons. Là, je pense que tu sors avec ton petit zodiaque des familles. Là, tu te fais chahuter la tronche. C'est l'expert de la vague. Donc voilà. Et puis là, c'est quand même un relief assez rocailleux, donc il faut pas se la coller en parapente. De toute façon, on est sous
sous le vent de la montagne, ce n'est pas une bonne journée sur ce spot. C'est un spot qui est plutôt orienté sud-sud-ouest, le fort de Paimogo. C'est un bel endroit. J'ai vraiment l'impression d'avoir le mec dans le bus avec son micro qui t'explique sur votre gauche. On est allé un peu loin dans la description audio, mais en tout cas, ceux qui nous écoutent... J'ai envie de dire, ceux qui nous écoutaient que en audio, avec cette description audio parfaite, ils ont balancez voyagé. vos 5 étoiles. Genre là, ils ont voyagé. On fait un effort pour pas que vous ayez à changer de plateforme. Petit 5 étoiles qui régale. Direct. En parlant de commentaires. En parlant de commentaires. Oh, il y a eu ça des me fait commentaires penser aux 45 000 commentaires d'une des dernières vidéos où on traverse Paris à la nage, peut-être. Ce commentaire fameux est bien rigolo. Tu traverses. Ouais, mais moi je traverse avec les gens, tu vois. Je traverse avec les 860 000 pèlerins qui sont derrière nous, tu vois. Et c'est on a traversé. D'ailleurs, je vais changer les titres. Hein. Petit aparté, il y a parfois des commentaires sur les titres de pourquoi vous écrivez jeu alors que vous êtes tous les deux ensemble. Et du coup, ça marche en inverse également. C'est vrai qu'on pourrait mettre on. Pourquoi on met jeu ? Je sais plus. Ça a plus d'engagement, plus d'angoisse. Je sais pas. Pourtant, c'est la même taille. Jeu on en termes de lettrage. Du coup, bonne question. C'est une très bonne question. Merci d'en avoir fait part. Non, ouais, du coup, donc alors, ces 45 000 commentaires qui peut-être ont trouvé ça injuste que la Tour Eiffel soit floutée dans la vidéo On traverse Paris à la nage. Pourquoi cette Tour Eiffel est-elle floutée ? On va tenter d'y répondre dans ces prochains instants. Après une petite pause publicitaire. C'est faux, absolument pas. Il n'y a pas du tout de pub sur ce podcast. Pour l'instant, c'est bien dommage car ça nous permettrait de financer plus de projets cool. On avait eu cette riche idée de traverser Paris à la nage qui était dans un bon timing parce que c'était juste avant que ce soit fait par les JO, ce qui aurait un peu désamorcé tout le... Tu vois, l'angoisse, le questionnement. Ouais, l'enjeu de la vidéo, entre guillemets, tu vois. Peut-on traverser Paris à la nage ? Après, il s'agirait quand même de préciser que même pendant les JO, ils n'ont pas fait tout Paris à la nage. C'était qu'une toute petite portion finalement de la scène, mais bon, c'était un peu d'actualité. Ce que j'adore avec ces tournages, c'est qu'on a vraiment eu l'idée amenée jusqu'à la concrétisation en l'espace de 6, 8 heures peut-être. On était en train de conduire pour Paris, je sais plus quel tournage. Attends, oui, pourquoi on était parti en dehors de Paris ? C'était pas le stage avec si, le stage avec absolument avec Benji de navigation pour le Dakar, et on rentrait à Paname en étant mince, il nous faut des idées, ok, il y a une petite grue qui va se faire, mais là il nous faut une autre idée pour Paris, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis pof, là ça a cliqué. La révélation. Si on traversait Paris à la nage, et j'adore que ces idées un peu farfelues, tu vois, naissent, soient réalisées avec une vidéo prête à être montée dans un si court laps de temps. Ça me fait toujours beaucoup rigoler parce que c'est des situations improbables de plonger dans la Seine à 3h du matin en espérant traverser Paris sans se faire attraper. Donc j'encourage ceux qui n'ont pas vu la vidéo à aller la voir. Il y a les vrais qui l'ont vu au moment de la sortie, qui n'ont rien vu, et il y a ceux qui l'ont vu peut-être 5-6 jours après la sortie, qui ont tous posé la même question: pourquoi la Tour Eiffel est floutée dans la vidéo ? Est-ce qu'en gros la réponse est très simple. Il faut repartir un peu en arrière et voir qu'on a un certain historique avec la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui pour nous a toujours été une terre de défi, une terre de challenge, une terre d'expérimentation. Une terre promise qui a été conquise d'ailleurs. Exactement, puisqu'on l'a grimpée à main nue, en jean basket, tu vois, sans autre équipement de sécurité que pas mal d'entraînement, mine de rien, un repérage méticuleux. Oui. Mais ce qui nous avait quand même valu un procès pour la grimpe, puis un procès pour la vidéo, la mise en ligne de la vidéo. Et donc tout ça pour vous parler de l'organisme qui gère la Tour Eiffel. Cet organisme qui gère la Tour Eiffel est le détenteur des droits à l'image de la Tour Eiffel, car il se trouve que l'éclairage de la Tour Eiffel est protégé. Mais protégé quand il y a l'éclairage, donc la nuit. Et il se trouve que quand tu traverses Paris à la nage, et nécessairement quand tu arrives près de la Tour Eiffel est présente dans la vidéo. Et c'est vrai que ça aurait été dur de pas la cadrer. Parce que pour reprendre l'historique de la vidéo, donc on a reçu ce mail de hop, nous sommes la Tour Eiffel, on a vu la vidéo, va falloir donner de l'argent à la Tour Eiffel parce qu'il y a de l'éclairage et dès qu'il y a une exploitation commerciale, donc si tu fais une photo pour ton souvenir personnel, pas de problème, dès que tu fais un projet vidéo, ils veulent récupérer de l'argent. Et du coup, tout ça pour dire que ça concerne vraiment 5-6 plans dans la vidéo. Globalement, quand Paul est avec sa GoPro dans l'eau en train d'expliquer ce qui se passe, tu vois une Tour Eiffel derrière, et notamment au moment où tu fais une pause avec des jeunes qui te voient et qui sont surpris, on est sous la Tour Eiffel, donc c'était compliqué de ne pas la filmer, quoi. Et donc, ces équipes de droits détenteurs de la Tour Eiffel, dans une vidéo qui parle absolument pas de la Tour Eiffel et qui est là parce que c'est à Paris et qui est au fin fond du trou du cul du monde sur 2 plans de GoPro, ils ont jugé bon de nous envoyer un petit mail en mode: vous utilisez l'image de la Tour Eiffel sans qu'on vous l'ait autorisé.
Bon, alors ça, c'est pour la partie énoncée, qui, je pense, peuvent en faire s'offusquer beaucoup, puisque la Tour Eiffel fait partie donc du paysage parisien, tu vois. Elle appartient aux Parisiens, elle appartient aux Français, elle appartient aux citoyens du monde qui passent par Paris. Et donc, c'est bien délicat quand tu fais une vidéo à Paris de pas la cadrer. Donc, c'est un peu limite, mais étant donné qu'on a déjà un petit historique, qu'on connaît leur manière de nous casser les pieds qui sont bien les leurs, et ben on s'est dit, tu sais quoi, là dans cette fin d'année on a vraiment autre chose à faire que gérer des embrouilles, qu'aller chercher la petite bête sur les trucs. On a fait, mais tu sais quoi, Grand Prince, moi ta Tour Eiffel, il n'y a pas de galère, je te la floute. Ta Tour Eiffel, elle disparaît de Paris. En fait, ta Tour Eiffel, dans ma vidéo de Paris, il n'y aura pas de Tour Eiffel, mon gars. C'est vrai que je te la floute à un point où il y a des plans. En fait, sur les plans un peu aériens où il y a du noir de ville, en fait, le floutage fait qu'elle disparaît réellement et elle se voit presque. Même le flou se voit pas, tu vois. Bah, la Tour Eiffel a disparu, mec. Il n'y a plus de Tour Eiffel à Paris, tu vois. Alors déjà, c'est assez sélectif parce que je pense qu'on est pris comme cible, tu vois. Clairement, je sais pas s'il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu le même genre de mail suite à un post où on voit la Tour Eiffel dans le background, tu vois. En fait, moi, ce qui m'en fout, c'est qu'ils viennent nous péter les fesses pour rester polis. Cordial. Alors que ça fait, vraiment le premier procès, le vrai procès pour la vidéo, on a fait 1 milliard de vidéos, je vous mets la playlist en description. Ça a été 3 années de procédure longue, inintéressante pour nous comme pour eux, je pense. Et in fine, ce procès, on l'a gagné et ils ont même versé des dommages et intérêts parce que leur procédure était presque abusive. Donc là, qu'ils viennent regratter à la porte pour essayer de gratter de l'argent, je sais pas où, j'étais en mode... ils commencent vraiment à me gonfler. Et connaissant leur obstinence, je me suis dit, on va pas répondre tout de suite, on va tout flouter comme ça, il n'y a pas de débat. Et après, quand même, je suis joueur, donc j'ai commencé à essayer de gratter des infos auprès de la personne que j'avais par mail. Et du coup, j'ai pas su combien ils auraient voulu, combien machin. Après, je leur ai expliqué que la vidéo, comme la plupart des vidéos sur notre chaîne, est démonétisée. Donc finalement, l'exploitation commerciale n'existe pas puisqu'il n'y a pas eu de sponsor non plus sur la vidéo, même si on aurait adoré. Finalement, cette vidéo s'apparente presque à une vidéo de vacances puisqu'il n'y a pas d'exploitation commerciale directe. Moi, je trouve cette tentative de gratte, genre... révoltante, sachant qu'il y a des millions de vidéos de Paris postées sur YouTube tous les jours avec la Tour Eiffel dedans. C'est clair. Mais tu vois, typiquement, moi je regarde beaucoup les vidéos du Parisien, Le Monde et tout, donc en mode journaliste, reportage. Pendant les JO, le Parisien, ils ont bombardé les vidéos et toutes les vidéos, t'avais une Tour Eiffel éclairée dans tous les sens. Et eux gagnent de l'argent avec la YouTube Money parce qu'ils font des vues, ils sont monétisés. Donc est-ce qu'ils ont l'atout immunité journalistique ? C'est un média. Mais moi, je ne me sens pas moins journaliste d'aller enquêter moi-même sur la qualité de l'eau de la Seine. Et puis t'es Paul, il mouille la chemise. Moi je fais moi-même mes investigations, monsieur. Moi je riposte pas du contenu scrap sur internet pour aller gratter du buzz. Je ne suis pas un gratteur, messieurs, dames, les avocats de la Tour Eiffel. Non, mais je veux dire, ils ont quand même une belle équipe de personnes qui sont vraiment dédiées. C'est genre, je pense qu'il y a un service grattage. Tu vois, il y a un étage, c'est nous les gratteurs. Tu vois. Les gratteurs de la Tour. Mais c'est sûr, les gratteurs de la Tour, mec. Nous, on n'a pas de service grattage à Hit the Road. On est juste dans un service genre postage de kiff, tu vois, et il y a 2 personnes dans ce service-là pour l'instant. Et en vrai, qu'est-ce qui est moins journalistique que être un journaliste du Parisien, prendre une petite fiole, tremper dans l'eau et dire ah oui, il y a de la bactérie de caca, ou Paul qui met son nez, son corps directement à la source du caca et qui te précise. Surtout que moi j'ai pu témoigner à la fin, que j'avais la moustache qui sentait la crotte pendant une semaine après. J'ai témoigné, les amis. Donc excusez-moi, pour moi c'est une enquête de terrain. C'est absolument un but informatif. Je pense que c'est l'enquête la plus poussée qu'il y ait jamais eu sur cette histoire de caca. Sûr. Mais tu sais que mes poils de moustache ont été étudiés et possèdent des capteurs que certaines moustaches n'ont pas. D'ailleurs, j'avais vu des commentaires de gens qui s'inquiétaient parce que après les JO, il y a soi-disant des athlètes qui étaient malades, ils vomissaient parce qu'après c'était un triathlon, un biathlon, je sais plus. L'effort est tellement intense, surtout pendant les JO, que ça t'arrive de lâcher une petite galette tellement c'était compliqué. Et donc les gens se posaient la question as-tu été malade ? Genre parce que après la vidéo, tu fais un débrief à plus 5 jours, du coup à plus 2 mois. Mais mec, tout va bien. Hein. Tout va bien. Tout va bien, 3e bras, 4e testicule. Là, on est nickel, c'est productif. J'ai une libido à 200%. Non, on est nickel. Non, j'ai vraiment pas du tout été malade. Mais après, je pense que de base, j'ai un bon système immunitaire. Je suis très peu malade. J'ai peut-être eu de la chance de passer par les bonnes flaques de crotte, tu vois, celles qui étaient pas trop contaminées. Donc, en fait, dès le moment où tu bois pas la tasse, t'avais les yeux protégés avec des lunettes. Ah, mais j'ai bu la tasse.
dégueulasse. La vue, il a bu. Non, ouais, c'était vraiment objectif, pas boire de tasse. Et je crois que je me suis tapé une encre de péniche et ça m'a quand même un peu surpris. Donc il y a un... Oh merde. Non, bah, bref, je suis désolé pour les bruitages, hein, pour ceux qui nous écoutent en audio, qui sont peut-être en plein de petit-déj, en plein commuting pour le travail. Je m'excuse de vous avoir ravi de ces gloussements de gorge. Bon, alors, est-ce qu'on a traité ce sujet ou tu vas approfondir ? Non, c'est bon, moi j'ai pu lâcher mon petit coup de gueule auprès de la toile. Et franchement, ce podcast, pouvoir... Tu vois, on n'avait aucun endroit pour exprimer cette frustration, tu vois. Ah, ça fait du bien. Pouvoir dire haut et fort qu'ils nous ont pété les fesses pouvoir faire siffler les oreilles des gratteurs de la tour, là. Au secours. Je les vois dans leur bureau du gratteurs. Là. Le bureau du grattage. Mais surtout en parlant de JO, en parlant de cérémonie d'ouverture, il y a eu du parcours et il y a eu un petit buzz sur Twitter, c'est ça ? Un homme masqué, ouais. Un homme masqué qui aurait fait du parcours à la cérémonie des JO. On va dévoiler si c'est toi ou pas dans quelques instants, mais avant ça, on va parler un peu de nos actus. Qu'est-ce qu'on a bricolé ? Il est fort. Ouais, le cliffhanger. Hanging comme quoi ? Hanging comme Clément, suspendu par les orteils. Ah, ça grue. Alors, raconte-nous ça, mec. Qu'est-ce que t'as bricolé ? Il t'est passé quoi par le ciboulax là pour être frappadingue ? Bah, je vais faire rapido parce que c'est une vidéo qui vient de sortir, donc on laissera les gens aller voir. Mais effectivement, sur cette petite perf, en parlant de commentaires, encore une fois, YouTube, beaucoup de gens étaient choc-barre, j'ai envie de dire, pour parler comme les jeunes. Par cette performance, genre limite, c'était la perf de trop ou c'était too much. Il y a plusieurs personnes qui sont pas indignées, mais tu vois ce que je veux dire. Qui ont été dégoûtées, qui ont vomi. Moi, j'avoue, j'ai été dérangé par les images. Enfin, genre, tu vois, genre, c'est quand même dégueulasse. Enfin, je veux dire, tu vois, on te voit lâcher les mains. Les gens peuvent se projeter dans le fait de quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui fait des tractions. Tu vois, ça fait des années qu'ils doivent faire tous des tractions. Mais est-ce que ça fait des années qu'ils doivent faire des tractions sur les orteils ? Je ne sais pas. Tu vois, genre, c'est une poigne que les gens ne conceptualisent pas, qu'on puisse être genre serein sur ses orteils. Exactement. Du coup, t'es serein sur tes orteils ? Ouais. Bah en fait, ils voient pas le truc, mais ça fait peut-être tout aussi longtemps que je me suspends de temps en temps par les pieds que par les mains. Tu travailles tes orteils. Mais juste, c'est vrai que je l'ai jamais trop mis en vidéo. Et en fait, donc pour les gens, c'est un truc de fou. Mais comme j'ai répondu à quelques commentaires, techniquement et physiquement, le suspendu pied que j'ai fait est plus facile, en grosses guillemets, qu'un suspendu un bras. Parce que la manière dont je l'ai faite, au début, je voulais me suspendre de manière stricte et pure au milieu de la barre, les deux orteils. Je crois que ton purisme te tuera. Et justement, j'ai fait des tests. J'ai senti que en fait, la peur faisait que j'étais pas 100% détendu. Et donc j'ai décidé de me décaler sur la gauche et du coup d'avoir, comme je l'explique dans la vidéo, ce pied gauche qui est verrouillé par deux barreaux qui se rapprochent. Donc j'ai à la fois la pointe de pied, mais aussi le talon qui est verrouillé en sandwich. Et donc mécaniquement, j'ai pas testé parce que je suis pas joueur à ce point-là, mais mécaniquement, je pense que j'aurais pu décrocher l'autre jambe, rester que sur une jambe à me secouer. Et vu que mécaniquement, ma cheville était totalement verrouillée par les deux barreaux, bah, j'avais peu de chances de chute. Là où un bras, c'est vraiment ta poigne. Si tu glisses, même si tu serres fort, tu glisses. Mais après, moi, sur le ressenti, peut-être parce que j'ai pris l'habitude de me suspendre à un ou deux bras sur une grue, mais là, niveau ressenti, putain, la pression de ouf, quoi. Bah ouais. Mais surtout que justement en termes de ressenti, moi j'imagine que j'en ai presque pas du tout dans les orteils. Tu vois, genre je sais pas quand est-ce que ça va lâcher. Genre c'est une surprise. Et du coup, genre il n'y a pas de rattrape parce que t'es déjà à perpète. Tu vois ce que je veux dire ? T'es tellement suspendu par le bout de ton corps que genre en fait il n'y a pas de rattrape possible. Le seul truc qui est en dessous de toi c'est éventuellement le câble de la grue, en fait, sur le treuil. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'est jamais arrivé, même à l'entraînement, ou du moins presque jamais, d'avoir les mains qui glissent en mode t'as plus de poigne et tes mains vont lâcher, mais je pense que c'est le même ratio. Quand tes mains glissent, t'as beau faire ce que tu veux, tu rattraperas plus la barre si tu commences à tomber et que t'as plus de force. Tu sens que ça glisse ? T'as déjà eu ça à l'entraînement, les orteils qui glissent ? Ouais, j'ai fait pieds nus, en claquettes, en chaussures, en chaussettes, tu sens quand ça commence à glisser, effectivement, quand t'es suspendu avec les orteils. Et t'as le temps ou pas de récup ? Pas trop, parce que en fait, plus ça glisse... c'est pour ça que c'est chaud. Plus ça glisse, plus faut que tu relèves le torse en contractant les abdos, mais du coup plus mécaniquement ton pied va se relever et donc va accentuer la glisse. Là où ça rassure entre guillemets, c'est que si tu glisses suspendu par les mains, c'est compliqué de choper le câble par rapport à la chute, tandis que là si sur les orteils tu glisses, et en fait mes mains étaient à côté des treuils de la grue, donc avant même que mes pieds glissent et que j'ai la porte comme on dit en escalade, j'aurais pu bien verrouiller le câble. Alors je dis pas que c'est une valeur sûre, mais t'as
un petit pourcentage de plus de t'en sortir. Ouais, là, je pense que t'es sur une belle perspective d'avenir là. Est-ce que ce serait pas une vidéo où tu t'accroches entièrement pour tester et tu lâches, des chutes dégueulasses tu lâches les orteils et tu chopes le câble de la grue? Mais je suis sûr que ouais, si tes orteils glissent et que tu commences à choper, à enrouler le câble avec ton bras et tes jambes, je suis presque sûr que tu peux t'en sortir. Tu sais que c'est une grosse dégueulasserie quand même. Ouais. C'est l'une des fois où j'ai un peu compris les commentaires des gens, dans le sens où je trouvais ça vraiment dégueulasse quoi. Bah, c'était un objectif depuis un moment et j'ai parlé d'un autre objectif de backflip aussi en haut de la grue qui me ferait kiffer, mais après honnêtement je vois le niveau que j'avais à mon meilleur niveau de backflip précision, je vois le niveau que j'ai aujourd'hui, je pourrais retrouver ce niveau, mais de là à être à 2000% serein pour me dire je le lance en conditions réelles avec pas le droit à l'erreur, même en faisant 1 an que ça, je suis pas sûr d'arriver à ce stade mental de, tu vois là le suspendu par les pieds, j'étais serein sur le fait de le faire. Ouais. Le backflip, même si je retrouve mes marques d'avant. Avec un sac de base. Ah, après, du coup, faut sauter avec le sac, quoi. Bah, pareil, en commentaire, il y a des gens qui disent la prochaine fois, mets un parachute dans le dos. Mais le problème, c'est que si tu tombes mal, bah, tu peux pas ouvrir un parachute quand tu tombes sur le dos et puis la hauteur est trop peu importante. Enfin, faudrait en fait. Après, dans le doute, je pense, tirer. Tu vois, dans le doute, c'est pas. Ou alors en static line, tu vois, mais du coup, t'es accroché, quoi. Pour moi, c'est faisable sur la grue en Chine du bâtiment de 600 mètres de haut qu'on avait fait là. Faudrait y retourner, je pense qu'elle y est toujours. Ouais, je pense aussi. On va faire un petit périple avec cette ambition. Mais pour moi, à Paris, c'était pas assez haut la grue. Non, ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, pendant que j'étais en train de me suspendre par les pieds. Écoute, mon cher ami. Où est-ce que tu te suspendais? À quelque chose. À des ficelles. À des ficelles. Ce qui est pas mieux. À des ficelles qui ont chacune 90 kg de rupture. Et ça faisait 3 ans que je voulais faire du speed flying et je me suis entraîné de ouf au Portugal. Peut-être explique pour ceux qui connaissent pas. Ok, alors le speed flying, vous voyez du parapente et c'est du parapente avec une toute petite voile, enfin en tout cas une voile qui va très vite. Et donc l'objectif c'est pas de voyager de montagne en montagne, mais c'est plus de descendre très vite en collant le terrain le plus possible. Donc c'est du vol de pente, c'est donc du proximity flying. Avec ces vidéos Instagram qu'on a tous vues, je pense, des mecs qui tournent sur eux-mêmes dans des canyons, t'as l'impression qu'ils vont toucher les arbres ou c'est angoissant quoi. Tu commences pas dans des canyons, tu commences avec du dégagement, avec de l'espace. Donc, mais à terme c'est l'objectif quoi. Et ouais, exactement, et c'est vraiment le truc qui me fait kiffer depuis pas mal de temps. Et donc là ça s'est bien goupillé, j'ai eu l'occasion de faire un bon petit stage avec mon coach qui m'a tout appris, Léo et Zip qui font donc partie de la school, et j'étais aussi avec Axel Coste, du coup champion du monde d'accro. J'ai pas le palmarès en tête, mais c'est un mec archi solide. Archi solide. Zip qui est aussi base jumper, wingsuiter, speed flyer, enfin bref, et Léo également qui est une machine, une mouette, tu vois. On a déjà fait une vidéo ensemble, mais qu'on vous remet en description. C'est sa manière de voler une voile m'avait tellement subjugué que c'était le truc qui m'avait fait tomber amoureux du bidule, et que j'avais tout donné pour peut-être espérer pouvoir voler comme ça un jour. Et micro aparté, parce qu'en fait c'est marrant ce podcast, et on s'est pas revu en fait depuis l'été où on a fait chacun nos trucs pendant 2-3 semaines de notre côté. T'as vu Léo qui a fait un tandem parachute? Oui, j'ai vu, trop bien. Et du coup j'ai écrit un message en mode trop bien, on va sauter ensemble. Il m'a dit non, c'est pas pour moi, je préfère piloter. Je crois qu'il a pas trop kiffé la chute libre, il préfère le sous-voile. Ouais. Et par contre, il m'a dit, ça m'a donné vraiment envie. Alors, je sais pas si c'est ça ou d'une manière générale tout ce qu'il fait, mais il m'a dit, ouais, ça m'a vraiment donné envie et motivé à passer le permis de pilotage d'avion. Ouais. Et du coup, je lui dis, bah parfait, tu chopes un avion et tu nous largues où on veut. Et il m'a dit, ouais, carrément. Donc, Léo, si tu nous écoutes, passe vite ton permis de petit coucou, et comme ça, tu nous balanceras au-dessus du Portugal en parachute pour pas cher. C'est encore un autre niveau de complexité, mais bon. Ça serait stylé. Ouais, de ouf. J'ai fait ce truc-là, les personnages sont présentés, c'était dans les Pyrénées. On a vraiment une belle météo, et ce que j'ai adoré, même plus que la pratique en elle-même, alors déjà c'est vraiment exceptionnel de pouvoir se jeter avec ces vitesses, parce que du coup c'est des voiles qui vont très vite, donc si tu les décolles à pied, il faut aussi pas mal cavaler, se jeter dans la pente, et puis d'un coup aller genre voler proche du terrain à Mach 12, pouvoir commencer à envoyer un peu des petits 3-6 au-dessus d'un lac, pour pouvoir faire des posées avec les pieds qui glissent dans l'herbe sur T'as fait des accros un peu du coup? Ouais, j'ai travaillé mes 3-6. 3-6 c'est quoi? C'est genre ta voile passe en dessous toi? 3-6 c'est virage face planète, tu vois. Ah oui, c'est quand tu tournes. Ouais. En fait, en gros, tu fais un virage qui dive, donc t'as
t'as vraiment ta voile qui est genre face planète, et du coup tu chutes très vite, tu prends beaucoup de vitesse, mais du coup tu perds aussi beaucoup d'altitude, du coup c'est bien de... Je voulais commencer à taffer des barrels, et l'occasion s'est pas présentée. Donc des barrels, en fait, c'est des saltos dans l'axe, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc là c'est là où ta voile va passer en dessous de tes pieds, et toi tu passes au-dessus de la voile, etc. Et tu fais un tour complet. Exactement, ouais. C'est quand t'as beaucoup... sensation de ça, quand t'as beaucoup d'énergie, bah ouais, c'est comme si tu faisais un costal, mais dans l'axe de vol, avec ta voile. Donc ça c'était vraiment un objectif de fou, et ce qui a rendu le truc encore plus dingo que la pratique en elle-même, qui était déjà folle, c'était les personnes avec qui on l'a fait, donc Léo, Zip, Axel, et aussi tous les autres qui ont suivi le stage. C'était que des gars que j'avais déjà rencontrés ici en volant au Portugal, et donc il y avait vraiment une pure ambiance, et on était un peu partout. Il y avait Strasbourg, les States, la France. C'est qui, un peu ailleurs. C'était Eric ou rien? Eric, ouais. Ah ouais, il était là. Trop drôle. Il a fait le stage. Et non, c'était juste charmé, réunis dans cet objectif commun de kiffer des belles lignes. Et puis du coup, c'était la première fois aussi que j'étais un peu en mode van life, parce que je venais d'acheter le van, et du coup j'en ai profité pour dormir dedans et tout. Donc... Enfin là c'était van life hardcore, quoi. Il y a rien dans ton van, quoi. Il y a rien, c'est un utilitaire, mais tu sais, j'avais mon petit lit de camp, j'avais un petit réchaud, et j'avais mes parapentes avec moi, et en fait j'étais au max, parce que tu sais, genre t'es dans la nature avec tes potes, le spot il est sauvage. En fait, moi ce qui me fume, c'est que c'est comme les tournages moto, celui qu'on a fait il y a pas longtemps, où on a campé et tout, où moi j'ai vraiment mal dormi dehors, parce que on était en hamac, et moi en hamac je dors mal, mais genre j'ai trop mal dormi, et toi t'es en mode c'était mes meilleures nuits. En fait c'est juste, t'es un enfant bas âge, donc quoi que tu fasses ou t'as pas un enfant qui te réveille en pleine nuit, c'est forcément tes meilleures nuits. Mais non mec, en fait non, moi je crois que vraiment j'adore dormir dans la nature, et je pense que si j'avais pas une famille et que c'était pas forcément compatible avec ça, mais je passerais 100% de mes nuits genre dehors sur le spot, tu vois. Comme David qui fait du base jump wingsuit. Bah grave, tu vois, vraiment genre c'était vraiment la révélation, et j'ai surkiffé ces moments. J'avais une petite rivière à côté, donc rivière de montagne, 6h du mat, un peu avant le lever du soleil, j'allais me jeter dedans. Et mec, je faisais la rando, j'étais au lever du soleil en haut de la montagne. Quand je pouvais, je me jetais dans la pente, et s'il y avait les bonnes condis, et je retrouvais les potes à la boulangerie après avoir fait une petite ligne de bon matin. Mais mec, c'était vraiment, on va vous faire une vidéo là-dessus, comme ça vous pourrez voir un peu le truc, mais l'ensemble de l'expérience avec cette douche froide tous les matins qui me mettait archi bien, tu vois. Ouais, la bonne routine, ouais. Ah non, c'est vraiment, j'ai surkiffé l'expérience. Et niveau vidéo, du coup, t'as réussi à shooter comme tu voulais? Ouais, je suis pas été content. trop dur? Non, je pense que j'ai pas mal de trucs. Ce sera un bout de débrief. J'étais bien content parce que j'ai réussi à bricoler enfin un backpack pour la vidéo 3.6 qui est genre solide, sur lequel vraiment je peux compter pour faire des bonnes prises. Toujours la même image. Je vous montrerai un peu comment j'ai fait dans la vidéo, je pense que ça peut être intéressant. Et et puis on a partagé plein de trucs, c'était vraiment chouette. Et j'ai des plans pour toi, mec. Je t'en parlerai. J'ai des plans pour toi, mec, hors caméra. Parce que, mini aparté, mais c'est vrai qu'on avait eu ce débat il y a peut-être 6 mois, 1 an, je sais plus, où vraiment, moi je trouve ça trop dangereux, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est peut-être les gens vont se poser la question, en tout cas quand la vidéo sortira, pourquoi t'es tout seul et il n'y a pas Clem. Déjà d'une, en termes de parapente, t'as un volume de pratique beaucoup plus élevé que moi, ne serait-ce que t'étais 1 an avant moi au Portugal, donc t'as plus pratiqué. Et même là, au Portugal, d'une manière générale, même si je pratique beaucoup plus, je pense que t'as facile 40% de volume supérieur au mien. Et donc déjà, je sentais que j'avais pas assez fait le tour du parapente ici en bord de mer pour m'engager dans un nouveau truc. Et le côté, voler proche de la falaise et des arbres, aller chercher un peu le petit frisson. Bizarrement, alors je sais par rapport aux grues ça a l'air insensé, mais pour moi c'est trop dangereux, quoi. Tu dépends d'un élément qui... Pas du tout, tu dépends rien. Ce débat il est infini parce que mec, jamais on changera d'avis toi et moi. Mais t'es ultra sécu, mais pour moi le vent je peux pas compter dessus, quoi. En fait justement, genre à la limite tu me dis ça pour le parapente classique, les mecs qui voyagent de falaise en falaise là, tu vois, je te dis ok, t'es soumis à un élément qui est genre ultra puissant, tu vois, le vent, qui a parfois des comportements incontrôlables, et donc t'es un peu sous ta voile à attendre les thermiques, entre guillemets, même si tu vas les chercher, même si tu peux avoir un niveau, même si finalement t'as de l'altitude, t'as des secours, il y a un peu un côté, j'essaie de dompter un élément, tu vois. Là où le speed, comme tu voles dans des conditions de vent nul, zéro, il n'y a pas de turbulence, c'est rien, en fait, il n'y a juste pas de vent, tu vois, et donc finalement, les seules erreurs qu'il peut y avoir dans ces conditions-là, après c'est différent si tu voles quand il y a des conditions turbulentes et tout, mais les seules erreurs qu'il peut y avoir, c'est des erreurs de pilotage. Dans ces trucs-là, la vitesse, c'est la sécurité. Donc à partir du moment où tu pilotes avec de la vitesse, avec des marges, avec de la technique, et que tu es honnête avec ton niveau, et que tu vas pas t'improviser un talent incroyable d'un coup, tu vois. Ça, je pense que c'est important dans pas mal de sports, de partir avec un plan et d'avoir des plans B de réchappe archi safe, mais genre pas se laisser griser par le truc en se disant
ah waouh, attends, là je me sens archi bien, vas-y, je vais lancer un gros barrel dans la pente, on va voir si ça passe. C'est pas des sports où tu peux voir si ça passe, tu peux rarement faire des essais dans des conditions engagées. Il faut partir avec un plan que tu as étudié au sol en disant ok, ça c'est une bonne idée parce que il y a très peu de risques que ça se passe mal, et si ça se passe mal, j'ai encore des manières de m'en sortir, parce que c'est vrai qu'en fait tu as rapidement des sensations de ouf, et que ça paraît rapidement très facile. Je vois en skydive déjà, sauter d'un avion, ce qui paraît insensé, devient un vrai kiff. Donc je peux comprendre. Mais je pense que c'est juste le ratio classique de pareil, tu vois, quand tu vois un gars qui grimpe une falaise sans équipement de sécurité, ou c'est du côté 8 ou 9 ou machin, en fait ce qu'on voit pas, c'est que le mec, la voie, il l'a fait 2000 fois, il connaît par cœur, qu'il ait une corde ou pas, c'est pareil en fait, parce qu'il connaît par cœur, et c'est un peu le même ratio que les suspendus grues. Je peux me suspendre 15 minutes par les mains sur ma barre de traction. Pourquoi en me suspendant 20 secondes, je vais glisser ou lâcher, alors que je l'ai fait dans toutes les conditions de fatigue, de pas fatigue à la maison. Enfin, après c'est logique, c'est comme tout, tu pratiques, tu vas step by step, comme on dit. Mais t'inquiète, là on va te choper une moustache 15. J'ai plus d'argent là, de me faire acheter des trucs à 2000 balles, là j'en peux plus. Pour ta taille, et tu vas te mettre le volume, et tu décideras pour toi-même si t'as envie d'y aller. Mais mec, c'est un feeling incroyable, et ce qui rend le truc encore plus cool, les gens qui pratiquent ça, parce que du coup tu te retrouves dans le même but commun, tu vois, et de survivre. Non mais je veux dire, t'es avec tous ces gars-là pour partager le même kiff, et genre les questions classiques que les gens se posent dans la vie, genre tu fais quoi, tu vois, ou tu sais, genre y a pas de jugement, genre ce qui compte c'est le plaisir que t'as à être là avec tes potes, genre à voler, tu vois, et tout le reste il compte pas. Genre vraiment tu déconnectes de ouf, et non vraiment moi c'est un des souvenirs, une des expériences qui m'a vraiment beaucoup plu, et du coup c'est sûr que ça combiné au van, je me suis dit mais genre je pourrais passer ma vie à faire ça, juste genre vivre au bord de la falaise. C'est vrai que d'avoir tous les jouets dans un même endroit qui se déplacent, c'est quand même bien pratique, dans lequel en plus tu peux dormir, et puis vu que tu veux l'aménager light pour avoir de la place, mais avec le minimum syndical de peut-être un petit frigo, tu me disais une petite kitchenette, un truc. Non, carrément, ça va permettre pas mal de liberté sur le projet. Starlink sur le toit, on fait le podcast en roulant parce qu'on a vu que notre setup était compatible à du déplacement, donc on pourrait faire des podcasts en allant à Séville pour aller faire de la moto, du parapente, du parachute. J'avoue, ça va être le multisport, quoi. Ah, ce serait non mais j'ai plein de projets pour toi, pareil, on va en reparler hors caméra. C'est pas prévu que j'achète un van, je t'arrête tout de suite. Non, je te parle pas de ça. Non mais bon, d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas encore fait notre petite réu de rentrée. Là on tourne ce podcast avant même de se parler de qu'est-ce qu'on va bien bricoler dans cette année à venir. Du coup c'est intéressant. En fait chaque année on se fait une petite réu qui a parfois même lieu dans des pays exotiques comme le Brésil, parfois même en plein tournage. Mais c'est vrai que chaque année on se fait une petite réu, on imagine un peu les projets de rentrée, ce sur quoi on veut mettre le focus, l'accent, tu vois. Au-delà des projets d'une réunion classique d'entreprise, nous on se pose beaucoup la question, c'est vrai, de finalement, avant même de dire qu'est-ce qu'on fait là pour la rentrée de septembre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de continuer la vidéo YouTube, est-ce qu'on a envie de découvrir un nouveau sport, est-ce qu'on veut switcher complet. Il y a toujours cette question de garder vraiment en priorité le focus du kiff, de bien d'aimer ce que tu fais, parce qu'évidemment même s'il y a tu vois, honnêtement il y a plein de trucs qu'on fait de moins en moins sur YouTube, mais avec l'âge, les changements d'ambition, il y a des trucs que j'ai moins envie de faire. Et on pourrait continuer à le faire parce que quand on le fait, de toute façon, on est à deux, on trouve du plaisir, mais il y a des trucs qu'on pourrait pousser à faire encore et encore pour continuer à gagner un peu d'argent, parce que c'est quand même un luxe énorme de vivre de notre passion. Même si on touche pas encore des millions, on vit quand même assez correctement de notre passion. Tu vois, le fait de pouvoir payer de la nourriture, un loyer avec ce que t'aimes, c'est un luxe énorme. Carrément. Mais moi, je sais que je serais prêt à sacrifier une recette qui marche pour faire un truc qui est plus dans le kiff, quitte à prendre un risque financier de peut-être là je vais dans une voie qui va jamais me rapporter d'argent, et je vais peut-être le regretter, parce que là on a ce confort de cette petite chaîne, elle a grandi, même si là en ce moment c'est un peu galère financièrement parce qu'il n'y a pas d'OP, on a un minimum qui nous permet de vivre, et heureusement. Mais pour nous c'est important d'avoir ce point tous les ans ou tous les 6 mois, de se dire tiens, on remet tout sur la table, tu vois, genre c'est quoi les envies, tu vois, from scratch, et du coup ça on va le faire bientôt. Ça se trouve la chaîne s'arrête après, je sais. C'est vrai que c'est peut-être le dernier podcast, hein. On va vous faire le cliffhanger et tout. Non, on va vous faire une vibroquin là, je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Non, mais je sais plus. Cette réunion de rentrée, elle me faisait penser au moment où on était au Brésil, on se reposait, tu sais, comme chaque année on se pose des questions. On se repose au Brésil, ça arrive ça? Non mais je veux dire, une des dernières on l'avait fait genre au Brésil quand on tournait les vidéos, donc c'était une réunion de rentrée marrante, quoi. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de cette histoire d'hommes masqués, de JO, de médias en général, parce qu'ils ont beaucoup dit de la merde.
Les termes sont dits. C'est sûr que parfois le travail journalistique se détache un peu du travail de la recherche de la vérité en quelque sorte. Mais je te laisse... Alors, pour refaire le contexte d'une manière très rapide, très efficace, vous avez peut-être vu cette cérémonie d'ouverture des JO où il y avait cet homme masqué un peu dans le délire de Assassin's Creed, le jeu vidéo. Et on voit cet homme masqué qui était le fil rouge de toute la cérémonie. Un coup, il est sur les toits de Paris. Après, il descend sur le pont à faire des acrobaties. Puis, il donne la flamme olympique à Zizou. C'était quand même assez stylé. Et comme toute personne qui a un peu de notoriété et qui fait du parcours, j'ai reçu 1 milliard de messages de « Est-ce que c'est toi l'homme masqué de la cérémonie ?» et tout. Je sais que Charles Poujade a reçu les mêmes messages parce que du coup, je lui ai envoyé un message « Est-ce que toi aussi on te harcèle en demandant si c'est toi ?» Je répondais à des gens, je discutais, où on rigolait un peu sur ça. Et à la fin de la cérémonie, il y a plusieurs tweets de médias qui sortent avec cette question, parce qu'apparemment c'était la question que tout le monde se posait, qui se cache derrière cet homme masqué ? Il y a eu plein de théories, aussi bien des personnalités que Monsieur Tout-le-Monde. Et donc moi, j'ai juste tweeté à la fin de la cérémonie. J'espère que la cérémonie vous a plu. Je crois que c'est ça que j'ai tweeté. Et c'était vraiment parce qu'en fait, vu qu'on parlait avec plein de gens sur Twitter, un peu sur Insta, de qui c'est, etc., et que la cérémonie, elle était stylée sur pas mal de trucs, j'ai juste tweeté. Est-ce que ça vous a plu ? Et en fait, c'est parti où les gens ont interprété ça en se disant... Bonne perf. Ouais, c'est un gars du parcours, ça peut être lui. S'il tweet ça, c'est que c'est lui, c'est une manière détournée de dire que c'est lui, et c'est vrai qu'on a trop kiffé le fait qu'il y ait un gars qui fasse du parcours sur les toits de Paris. Et le truc... C'est vrai que j'espère que ça vous a plu, c'était plus en tant que pratiquant du parcours, j'espère que la performance de parcours vous a plu. Ouais, quoi. non, alors que c'était pas le... Mais je comprends le double sens que ça a pu avoir, même si c'était pas volontaire initialement. Et forcément, en 10 minutes, le tweet, il fait 1000 likes. Normalement, moi, un tweet chez moi qui marche, il fait 500. Donc je me dis, ok, là, ça dépasse ma communauté. Donc direct, j'ai répondu à mon propre tweet en disant... Détendez-vous, j'ai pas dit que c'était moi, c'était juste une question ouverte. Ok, donc direct, t'as précisé. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils lisent souvent, tu sais, comme les titres putaclic d'un média, ils lisent le titre, mais ils vont pas lire l'article qui dit tout l'inverse. Et donc les gens se sont attardés que sur le premier truc, et le truc a fait, je sais pas si c'est 10 ou 20 000 likes, plus d'1 million d'impressions et tout. Et c'est parti dans tous les sens. Du coup... Et au début, ça me faisait marrer. Sauf qu'en fait, j'avais oublié que les journalistes en France étaient sur Twitter. Ils sont sur Twitter, mais surtout, ils ont besoin de faire des articles pour aller gratter du buzz. Donc ça a été repris. Je vois un article, un deuxième. Et je crois que j'ai eu jusqu'à 25 articles ou 30 articles de presse en disant l'homme masqué des JO, c'est Clément Dumais, youtubeur, machin truc. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Simon Nogueira, machin. Et en fait, il y a 2-3 noms qui sont sortis. Donc surtout celui de Simon, mais le mien principalement, alors que moi je n'ai rien à voir dans cette histoire. Et le souci de ça en fait, c'est que les artistes en question étaient sous NDA, donc un contrat que tu signes où t'as pas le droit de dire que c'est toi. Et en fait Simon, il avait posté une story Insta où il était avec le masque parce que du coup, bon, pour la petite histoire, la personne qui saute sur les toits de Paris, c'est Simon, mais il n'y a pas que lui. Je crois qu'il y a aussi Johan Tonnoir, mais ça, c'est mes informateurs perso qui le disent et je crois qu'il n'y a pas encore eu de révélation publique. Du coup, bah, moi, ça me faisait chier que les gens s'attardent sur moi parce que vu qu'on a une notoriété avec YouTube, il y avait mon nom qui sortait en premier, alors que j'ai rien à faire dans l'histoire. Et tu peux pas dire que c'est Simon parce que ça fout dans la merde. Et exactement, et le problème, c'est que bah, y a des artistes derrière qui travaillent pour de vrai, qui ont donné de leur sueur pour le faire et ça commence à me faire chier. Donc pareil, Brut, à un moment, ils ont fait un espèce de truc sur Instagram en citant mon nom et un peu celui de Simon, et tout de suite j'ai mis un commentaire, je crois que c'est le top commentaire de les gars, moi j'ai pas demandé d'être dans cet article, j'ai démenti dès les 10 premières minutes sur Twitter que c'était pas moi, et genre mettez en lumière les vrais artistes, moi je suis qu'une anecdote dans tout ça. Et tout le monde s'est excité et je t'avoue que ça m'a un peu pété les couilles, mais après comme tous les buzz en fait, t'as vu que tout le monde te cite et ça parle de toi, t'es un peu sous pression pendant 1 ou 2 jours. Puis le truc se dégonfle juste après. Mais en fait, avec le recul, je me suis dit, putain, j'aurais peut-être dû jouer le jeu des médias. Parce qu'en fait, j'ai reçu plein de messages aussi de oui, bonjour, Jean-Michel du Parisien, est-ce que vous pouvez témoigner, machin. Attends, ouais, ça aurait été trop bien. Machin truc du JDD. T'aurais dit, ouais, c'est moi, c'est bien sûr que c'est moi. Et bah, du coup, tous ces gens-là, j'ai dit, envoyer un message à Simon Nogueira, il saura soit vous répondre ou pas, tu vois, mais moi j'ai rien à voir. Et en fait, je me suis dit, j'aurais dû les troller pour montrer à quel point en fait les médias et les journalistes disent n'importe quoi. En recherche de buzz. Non mais le complotiste. Non mais sans faire fake news, mec. Sans faire de généralité, c'est vrai que aujourd'hui, évidemment, dans un contexte économique, bah un journal qui veut vendre et pas être sur la paille, bah forcément il est obligé de faire du putaclic ou de survoler des enquêtes. Et genre ils avaient juste à déplier mon tweet et voir que dans les 10 minutes, j'ai dit ce n'est pas moi. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a aussi le côté, genre, ils veulent être le premier à sortir l'article. Oui, il y a ce côté, ouais. Du coup, genre, au risque d'être le premier à sortir l'article et ensuite faire genre un edit de l'article en changeant le bon nom. Et ça, en fait,
t'es absolument sur genre un truc où genre le souci de vérité, c'est vraiment le. Mais après, je pense que c'est des trucs faits par des stagiaires, tu vois. J'imagine pas quelqu'un faire une école de journalisme. Tu sais, t'as un peu de déontologie, genre t'as dédié une partie de ta vie à genre propager la vérité entre guillemets, tu vois. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Après, je crois que t'as des journaux digitaux, ils sont là globalement pour faire du clic. Ouais, tu vois, à une manière d'un CNews ou d'un BFM qui juste balance des news sans trop vérifier. Et à la limite, ils ont fait une bourde dans l'émission d'après, ils disent on s'est un peu trompé, mais le mal est fait en fait. Le nombre de dépêches de l'AFP sur nous, où genre. Ça, au Brésil, tu peux en parler. Mais... 30% des informations étaient erronées. Par exemple, après, ça a que peu d'importance, mais ils nous avaient attribué des conquêtes et des faits qui n'étaient pas les nôtres, tu vois, genre aller escalader le gratte-ciel de New York. C'était nous. On n'est jamais allé à New York, mais c'était nous quand même. Ce qui est fort quelque part. Et en fait, c'est vrai que t'es partagé entre le. Là, c'est vraiment des bouffons, ça me fait rigoler. Et là, attends, il faut faire quelque chose, c'est quand même des idiots, quoi. En fait, moi, c'est là que tu vois le danger de la machine médiatique, c'est que vu que forcément t'en as un qui a pris le risque en mode je vais être le premier, comme tu disais, je dis que c'est Clément Dumais de la chaîne The Road qui est le gars des JO. Et tac, tous les petits moutons. Et tous les autres se basent sur cet article. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je pense que si sur Google tu tapes qui est l'homme masqué des JO, c'est mon nom qui sort. Alors que j'ai démenti au moment des faits et même après dans tous les articles que c'était pas moi, mais du coup dans les gens qui cherchent pas loin, et c'est comme ça que tu crées des fake news et tout. Et tu vois, là c'est pas très grave, au pire bon, c'est un peu glorieux pour moi, on pense que je suis l'homme des JO alors que pas du tout, mais imagine c'est un truc plus grave de quelqu'un t'accuse d'avoir je sais pas tué quelqu'un d'autre ou d'être je sais pas à l'origine d'un mouvement politique douteux. Et avec cette machine médiatique, la fake news devient vérité. Ouais, et puis avec la justice populaire et tout, c'est sûr que t'as des mecs qui se font lyncher avant même des. Enfin, c'est la base du. Ouais. Tu vois, c'est la base du lynchage public. Mais c'est pas la première fois qu'on se dit faudrait qu'on troll, parce que c'est pas la première fois que les journalistes font n'importe quoi. On repense à l'histoire des petits macaques, on se faisait traiter allègrement de petits macaques par cette personne. J'ai déjà oublié le nom de son émission. J'avoue, moi non plus. Oh, attends, c'est. Ça dit quoi ? Ça dit quoi chez Léa ? Ah, chez Léa. Je l'ai. Ouais, c'est ça. Et du coup, dites-nous en commentaire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Mais vraiment, j'ai eu ce doute de me dire vas-y, je leur réponds tous, mais je leur réponds sérieusement avec des énormités où quand tu le lis rapidement tu te dis ok, mais quand tu réfléchis tu te dis mais comment ils ont pu écrire ça les journalistes ? Gars, t'aurais dû troller de ouf. Et moi je me suis dit moi j'aurais été partisan du troll. Ça met ta crédibilité, ouais, ton image en péril, tu vois. Je sais pas si je suis joueur avec ça. Je sais pas, parce qu'après tu vois, genre un peu à la manière des mecs qui disent ouais on a fait une bourde, tu peux dire ah je vous ai bien eu après. Parce que j'aurais trop aimé, je sais pas, sortir un truc de, parce qu'en fait la réalité de cet homme masqué c'est que c'est pas une personne, c'est qu'ils sont une dizaine, une douzaine. Il y a des gars du parcours, il y a des gars des circassiens, il y a des acrobates, et puis il y a aussi des personnalités qui n'ont rien à voir avec ces milieux-là. Ouais. Et puis moi je trouve que Simon il mérite de ouf, mec. C'est un gars, il est toujours à l'entraînement, toujours sur les watts, toujours avec des trucs ultra créatifs, toujours avec des accros de ouf. En fait, il est présent depuis des années, tu vois. S'il y avait un mec qui le méritait, c'était bien lui, quoi. Dites-vous un truc, si vous voyez n'importe quel film ou pub sur les toits de Paris, il y a 99,9% de chances que ce soit Simon. Et quand vous le connaissez bien et que vous connaissez sa manière de bouger, en fait, tu le reconnais, même sans savoir que c'était lui. Et même à un moment, j'ai dit le gars sur le pont qui fait les acrobaties, c'est Andrea Catozzi qui est acrobate. Et ça, personne me l'a dit. C'est juste que quand tu connais bien le gars, il a des moves signatures que seul lui fait et fait de cette manière. Tu sais ce qu'il faisait, c'était la roulade costale là. Ouais, l'espèce de roue vers l'avant. Ouais, c'est vraiment son move signature et il l'a fait 10 fois de suite sous la flotte et tout. Donc c'était lui, c'est que lui. C'est beau quand même d'avoir cette compétence avec toutes les années de matage de vidéos de parcours, de connaître un peu le style de chacun sur. C'est pas mal comme performance. Ouais, c'est vrai. Bravo. Mais tout ça pour dire que j'ai hésité à les troller en leur disant ouais, alors il y a 10 personnes, je suis pas tout seul, mais dedans il y a un truc crédible il y a sûrement un fils de politique qui fait un peu de sport. Et sortir il y a le fils de, et tu sors le nom d'un homme politique pour créer la zizanie et montrer qu'en fait ils écrivent n'importe quoi, tu vois. Moi je pense les prochains ils vont se faire troller. Faut pas qu'ils aient écouté ce podcast parce que du coup ils nous parleront avec des pincettes. Mais dis-nous si c'est une bonne idée. Je sais pas encore. Troller mec. Troller c'est la base de l'internet, mon gars. Ça s'est construit là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, je l'avoue encore plus officiellement que tout ce que j'ai écrit sur internet. C'est pas lui. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir de près comme de loin avec cette cérémonie d'ouverture et cérémonie de fermeture. Et dans la vidéo de gauche, je parle de trucs des JO, un show, c'était pas la cérémonie d'ouverture, c'est juste un show que j'ai fait pendant les JO sur le skatepark à Concorde. Et c'était pas un truc télévisé, c'était juste pour les gens qui payaient pour rentrer dans cette enceinte, pour pas qu'il y ait des stades vides vu que les épreuves de skate étaient déjà terminées. Du coup, ils faisaient des shows itinérants et j'étais dans un des shows, mais voilà, j'étais une personne parmi, on était peut-être 20 dans le show.
Il y avait Samy Belmadi dedans, il habite à Paris maintenant. Ok. Cascadeur du coup, mais un pote qui fait du parcours. Nice. Et je crois que ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, trop drôle et toujours aussi cool, donc plaisir de voir le bon Samy. Ça file le temps, mais en même temps, on a commencé le parcours, tu vois, il y a un paquet d'années maintenant. Belle lurette, mon ami. Et on va terminer ce podcast là-dessus, mais par l'avancée du projet Dakar. Donc là, il y a une vidéo qui est sortie sur un peu genre l'ultime entraînement avant d'attaquer la navigation et les premiers rallyes. Grave. Et je voulais vous parler un peu en termes de calendrier, parce qu'on l'a annoncé en fin de la vidéo. On en parlera plus dans les vidéos qui arrivent. Mais en gros, l'échéance du Dakar 2026, elle arrive en fait très très vite, puisque d'ailleurs c'est janvier 2026. Ouais. Et donc là, les prochaines échéances, pour nous, outre la prochaine vidéo qui est déjà tournée, qui sortira, je pense, courant de la rentrée, mois prochain. Pour vous donner un petit aperçu du calendrier, c'est Abu Dhabi Desert Challenge début 2025. Ouais. Donc c'est notre premier rallye raid dans le désert, c'est l'objectif qu'on a. Ensuite, il y a normalement le rallye du Portugal, si tout se passe bien. Et ensuite, il y a octobre 2025, rallye du Maroc. Donc c'est 3 rallyes sur 2025. Donc c'est fatigant. Gros programme. Même là, il va falloir accélérer un peu la cadence en termes d'entraînement. Un rallye un peu pour ce nombre de jours, qu'est-ce qu'on fait, Kesako. Donc évidemment, c'est un rallye raid en moto. Donc c'est-à-dire que c'est une course sur plusieurs jours qui est donc pas sur un circuit fermé, mais sur des spéciales. Donc des spéciales, c'est des parcours chronométrés faits en navigation. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de carte papier qui se déroule devant nous pour nous indiquer les points de passage après tel ou tel palmier. Donc c'est dans le désert. C'est dans le désert ou sur des pistes au Portugal. Et donc ça, c'est la série des 3 rallyes qualificatifs pour le Dakar de l'année d'après. Et donc là, si on veut pouvoir espérer qualifier à ce Dakar-là, parce que maintenant le rallye s'est beaucoup professionnalisé, et donc maintenant pour aller au Dakar, en fait, il faut montrer déjà un dossier solide avec une belle expérience en rallye. Avec tout, ce qu'on nous expliquait avec les accidents, les machins, ils veulent plus qu'il y ait le clan plein du coin qui viennent faire le Dakar et qui se mettent en danger. Donc ils veulent à minima, on va dire, des athlètes semi-pro. Et surtout des pros, donc la sélection est toujours rude. Un rallye qui est ouvert aux amateurs, mais aux amateurs qui ont quand même qui ont fait des trucs. Tu vois, la démarche de s'entraîner. Au-delà du prix, en fait, il y a aussi des points que tu gagnes en fonction des compétitions que tu fais un peu partout dans le monde. Ouais, bien sûr. Et vu qu'ils réduisent aussi énormément les places chaque année, ça devient de plus en plus dur de prendre sa place. Exactement. Et c'est pas juste tiens, j'ai l'argent, je fais le rallye. Non, c'est montre-moi que tu as fait des compétitions, que tu es déjà allé au bout, que tu n'as pas fini dernier. Et c'est ça qui est compliqué parce que le rallye, justement, c'est des courses d'orientation, mais aussi d'endurance, où on part sur du 8, 10, 12, 14 jours non-stop de roulage, avec du 600, 700, 800 km par jour parfois. C'est quelque chose de très dur, et que je pense qu'il y aura vraiment des gros moments de solitude et de souffrance, mais c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est aussi pour ça qu'on veut le faire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce projet Dakar-là, avec tout l'entraînement qu'on a maintenant, il devient autant... genre la difficulté, c'est autant se qualifier, finalement, que de le finir. Tu vois. Parce qu'une fois que tu t'es qualifié, c'est-à-dire que tu as l'expérience, t'es entre guillemets validé comme mec qui peut courir le rallye sans se mettre trop en danger. Donc finalement là, genre le gros du projet, le corps du projet, tu vois, il est maintenant, et c'est super excitant parce que en fait il y a 50% il faut que je me qualifie, mais une fois que tu es qualifié au Dakar, il faut le faire, et c'est les 50% restants. Mais c'est ça, enfin je sais pas dans quel pourcentage c'est en termes de difficulté, parce qu'il y a quand même 3 rallyes pour en faire un, c'est quand même vachement plus de travail par rapport aux 3-4 entraînements avant. Bien sûr, Et la course 14 jours. Ce qui va vous intéresser vous directement, c'est que sur au moins 2 de ces rallyes-là, il y aura une série de vidéos jour par jour. C'est ce qu'on a envie de produire, c'est ce qu'on est en train de regarder. Sur les aléas de la course, sur si possible le plus en direct, on est en train de réfléchir à la meilleure forme, la meilleure manière pour ce projet-là. En tout cas, c'est des nouvelles excitantes, c'est des nouvelles qui ont demandé beaucoup de travail physique. Mais surtout, ça fait tellement de temps que j'ai l'impression qu'on fait de la moto et qu'on s'entraîne pour ça, que limite, le Dakar, il était là, mais sans être là. Je me concentrais plus sur les compétitions au jour le jour et à l'entraînement au jour le jour. C'était un peu une réalité lointaine et c'était un rêve genre un peu trop abstrait. Et maintenant qu'il s'est concrétisé, il est au bout de la mer, là. Il est juste en face et il attend, tu vois. Et du coup, en fait, genre, je trouve que plus tu te rapproches, plus tu vois la montagne qui reste encore à gravir, tu vois. Plus ça fait peur limite. Ouais, exactement. Tu prends moins le truc à la légère parce que concrètement c'est là. Mais ce qui est rassurant, et notamment dans la vidéo qui est sortie là il y a 2-3 jours quand on tourne ce podcast, c'est que Cyril et Luc, qui sont vraiment des experts du Dakar pour en avoir gagné un paquet. Ce qui était chouette qu'on a entendu de leur part, c'est que physiquement, techniquement, on est apte à faire le Dakar, c'est-à-dire tous les obstacles qu'on va voir, on est apte à les passer, ils l'ont vu. Mais pour eux comme pour nous, la grande interrogation, c'est certes, quand tu es sur une journée, tu sais le passer. Mais le 14e jour,
quand tu as bouffé des chutes, des kilomètres, de la fatigue cumulée, du manque de sommeil, est-ce que tu as toujours la caisse physique pour aller passer ce Perrier, cette zone avec du sable, avec de la grosse caillasse? Ça, et puis le cerveau pour faire le bon choix, pour être à l'économie. C'est vraiment un tout, c'est un sport d'endurance, et moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est pas juste, j'aurais être bon techniquement dans l'instant, tu sais, genre amener ta machine sur la ligne d'arrivée, tu vois. On a large le niveau technique et physique par obstacle donné. Ah oui. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce niveau physique-technique, il va pas trop décroître par rapport à la difficulté au bout de 13 jours quand t'es mort, quoi. Bien sûr, et en fait donc ça, là, c'est ça qu'on va travailler avec des exercices d'endurance, même physique, à côté de la moto, pas que sur la moto. Et donc voilà, c'est ce qui nous attend ces prochains mois, et sur cette prochaine année 2025, c'est un des gros challenges, c'est parmi donc le programme des vidéos qui arrivent. Et c'est la première fois qu'on fait un projet si long, enfin ça fait 3-4 ans qu'on est dessus. Je crois que ça aurait mis 5 ans de l'achat ou du début de l'entraînement à la finalité. Non, c'est un projet long. C'est la première fois de notre vie qu'on a un projet qui est à ce point sur du très long terme. Mais c'est un projet qui nous aura fait rencontrer tellement de gens, voir tellement de décors différents, vivre tellement de trucs dans l'intensité. Ce que j'adore, je trouve que la beauté du rallye raid, elle est là, c'est que d'un coup, au milieu du désert, il y a des points magiques qui tu vois, qui se matérialisent de manière digitale, des points qui sont pour toi genre capitaux, le départ de ta spéciale, l'arrivée de ta spéciale, tu vois, c'est des points qui existent que sur cette journée, tu vois, mais c'est des points que tu recherches avidement, tu vois. Et je trouve ça beau, c'est cette course au milieu de nulle part comme ça. Tellement hâte de goûter aux premières spéciales dans le désert, ça va être fou. Moi je suis curieux de voir. Et là sur cette fin d'année, il y a deux barras encore qui nous attendent. Ça va être encore bien pour se faire la main, et puis on va continuer l'entraînement, on est à fond. Petite parenté, parenté de qui, de quoi? Petite parenthèse. Je sais qu'il y a des gros relous sur le fameux short YouTube qui était on dit pas Baja, on dit Barra. Cyril et Luc ils disent Baja, donc moi j'ai envie de dire on va suivre les experts. La Poucave, je sais pas. Je pense qu'ils prononcent à la française et on s'en fout en vrai. C'est vrai que Barra, moi j'aime pas trop le. Ouais, j'aime pas trop. Tu sais, Baja c'est plus. Pour moi, Barra ça fait Barra California, ça fait Barracuda. T'es pas très loin de Mexico là, tu vois. Mais bref, un petit aparté. Mais en tout cas, très intéressant d'avoir un projet long terme et surtout d'avoir un sport et un projet qui est aux antipodes de tout ce qu'on a fait. Moi je vois physiquement arriver à transitionner un rapport poids-puissance optimal pour du parcours léger, de la grimpe, à une caisse physique long terme. Peut-être tu vois, même dans la vidéo, t'as les mecs qui sont tankés. Enfin, tu sens que c'est des rochers sur leur moto. Les mecs qui lâchent rien. Tu sens qu'ils serrent les dents et qu'ils y vont, quoi. Moi, je me sens frêle encore sur. Je sens que j'ai pas encore le physique optimisé pour ce sport, quoi. Ça va venir. Il reste encore un peu de temps et il va falloir y aller. Mais l'immersion et la tonne de connaissances qu'il te faut dans un moment donné. Et tu vois, moi, j'adore apprendre des trucs vraiment sur ce qui me passionne dans la vie, c'est genre découvrir, genre me donner à fond les moyens d'apprendre et maîtriser un sujet, tu vois. Et je trouve que là, je commence à genre connaître un peu le sujet assez pour me sentir bien dedans, mais du coup assez pour voir aussi le travail qui reste à fournir. Tu vois. C'est vrai que là on arrive à ça. Et je trouve que cette maîtrise technique d'un sujet, elle est trop bien. Moi, c'est ce que j'ai toujours kiffé faire. Et j'ai hâte de le faire pour plein de sujets dans la vie, plein de projets intéressants qu'on a. Bon, sur ce, on va vous laisser parce que ce Keplan en général fait dans l'heure. À peu près, ouais. Exactement. Bon, en vous embrassant bien, prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez passé un bel été, que ce Keplan vous aura plu. Vous aura suivi en voiture. Ouais. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le tourner, ce Keplan, comme toujours. Voilà, on vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis 5 étoiles, mon copain. 5 étoiles et un petit commentaire sur YouTube. Allez, ciao. Bisous, ciao.